Donc nous avons eu un souci technique. Voilà. Donc on était sur le chapitre 5, la détermination, oui allez-y, prenez, j'ai fini. La détermination de la charge, la détermination de la force de vente, où nous avons trois méthodes. La méthode basée sur la charge de travail. Et quand on parle de charge de travail, c'est le nombre de visites effectuées par les vendeurs. Donc nous cherchons le nombre de visites totales effectuées par tous les vendeurs de l'entreprise. Et ensuite nous cherchons le nombre de visites effectuées par un seul vendeur. Et nous faisons le rapport. Voilà, c'est comme si c'était une règle de 3. Un vendeur doit réaliser 320 visites. Alors que combien de vendeurs vont réaliser 3200 visites dans l'année? Donc, pour Dieu en croix, ça vous donne 3200 sur 350 et vous avez le nombre de vendeurs. Ensuite, nous avons parlé de l'analyse marginale. Voilà, l'analyse marginale, tant que le revenu marginal, c'est-à-dire vous calculez le revenu marginal, est supérieur au coût marginal, alors l'entreprise peut recruter un vendeur supplémentaire. Je prends l'exemple d'une dame qui vend des jus, par exemple à Bobo. Elle a recruté une jeune fille pour l'aider à vendre. Et à un moment donné, elle remarque que la jeune fille lui rapporte plus qu'elle ne dépense. Donc elle va prendre une deuxième. Et si elle constate que les deux filles lui rapportent plus qu'elle ne dépense sur les deux filles, elle va recruter une troisième, ainsi de suite. Donc tant que le revenu marginal est supérieur au coût marginal, alors on peut continuer à recruter. Voilà. Donc, après avoir calculé la taille de la force de vente, parce que si vous gérez une force de vente, vous serez amené, n'est-ce pas, à déterminer la taille de la force de vente, pour voir le nombre de vendeurs dont vous avez besoin en entreprise. Bien, ensuite, après ces trois étapes, ces trois méthodes, après nous avons la méthode basée sur l'existence d'une relation entre le chiffre d'affaires et, n'est-ce pas, le nombre de vendeurs. Et je vous ai dit qu'il y a deux cas. Lorsqu'il n'y a pas de données historiques en entreprise, alors on estime le chiffre d'affaires de l'entreprise et on estime le chiffre d'affaires prévisionnel de l'entreprise pendant une année que l'entreprise doit faire. Et puis on estime aussi le chiffre d'affaires qu'un vendeur peut faire dans l'année. Donc on divise le chiffre d'affaires total prévisionnel sur le chiffre d'affaires qu'un seul vendeur peut faire pour voir combien de vendeurs peuvent réaliser ce chiffre d'affaires. Ensuite, nous avons, lorsqu'il y a des données historiques, on passe par la méthode des moyennes carrées qui accouche, n'est-ce pas, sur la droite d'équation qui est de la forme y est égale à ax plus b, où on calcule les paramètres de a et b et nous assimilons y à chiffre d'affaires et x au nombre de vendeurs. Donc si vous avez la droite d'équation y, alors vous pouvez déterminer soit le nombre de vendeurs, soit le chiffre d'affaires y. Et dans un dernier point de secours, c'est que nous devons parler du réajustement de la force de vente. Le réajustement de la force de vente, ça signifie quoi? Je prends un exemple simple. Lorsque l'entreprise emploie actuellement 10 vendeurs, et l'entreprise maintenant, avec ses objectifs de vente, de fidélisation, avec la concurrence, elle fixe encore ses objectifs de visite et ça va amener les uns et les autres à calculer la nouvelle taille de la force de vente. Et on calcule, on dit, bon, on voit que l'entreprise doit avoir 15 vendeurs au lieu de 10. Donc, le réajustement, c'est de prendre 15 moins 10. Et c'est égal à 5. Et nous dirons dans notre réponse que l'entreprise doit recruter 5 vendeurs. Maintenant, si c'est le contraire, l'entreprise détient 15 vendeurs et les gens se plaignent qu'il y a des baisses de ventes, etc. Donc, le directeur commercial conçoit en même temps le nombre de visites à faire par vendeur et ça amène les gens à calculer la charge annuelle de travail et de calculer le nombre de vendeurs. Et il se trouve qu'ils sont 15, mais l'entreprise doit actuellement, à l'instant T, doit recruter 10 vendeurs. Donc, combien de vendeurs l'entreprise doit remercier ou recruter? Donc, on va mettre que l'entreprise doit remercier, entre parenthèses, 15 moins 10. Voilà, puisqu'ils ont trop de vendeurs que prévu. Voilà, n'est-ce pas, il faut 10 vendeurs alors que l'entreprise employait 15 vendeurs. Donc, c'est ce que nous appelons le réajustement. Et pourquoi on fait le réajustement? Parce qu'on sait que dans une entreprise, il faut chercher à minimiser les coûts. Et si vous détenez trop de vendeurs, ça va augmenter vos charges. Si vous détenez moins de vendeurs, ça va amener les concurrents à récupérer vos clients sur le marché. Donc voilà pourquoi il faut chercher le juste milieu qu'on appelle la taille optimale de la force de vente. Voilà. Bien, ensuite nous avons parlé de cette cinquième partie au niveau marketing digital. Lorsque vous avez le nombre de vendeurs que vous allez recruter, alors vous passez au recrutement et à la formation.
Donc le prochain point, c'est le recrutement et la formation. Donc il faudrait savoir que le recrutement, c'est le fait, n'est-ce pas, de pouvoir à un poste vacant à l'aide de critères de sélection. Donc recruter, c'est le pouvoir à un poste vacant à l'aide de critères de sélection. Donc vous partez postuler pour un poste qui est vacant, tout simplement. Et il y a deux méthodes de recrutement, la méthode interne et la méthode externe. Méthode interne et méthode externe. Donc la méthode interne, c'est le fait d'embaucher directement ceux qui sont en stage dans l'entreprise. Et la méthode externe, c'est le fait de voir des grandes écoles, des universités, des cabinets de placement, etc. pour pouvoir recruter des commerciaux. Donc ça devient la méthode externe. Bien. Ensuite, nous avons vu les étapes du recrutement. Il y a 5 étapes. Nous avons d'abord le profil du poste. Quand on dit le profil du poste, pour ceux qui ont une fois vu une annonce, c'est l'ensemble des tâches ou missions que le vendeur aura à exécuter dans le cadre de son travail. C'est ce qu'on appelle le profil du poste. Ça dit par exemple, on vous dit, on recrute un vendeur qui sera chargé de vendre les produits, de prospecter, de fidéliser, de communiquer, etc. Donc ça c'est le profil du poste. Ensuite, nous avons le profil du candidat. Le profil du candidat, c'est l'ensemble des qualités requises et demandées, n'est-ce pas, aux clients, aux postulants avant d'occuper le poste. Donc, c'est l'ensemble des caractéristiques, des diplômes, etc. Donc, lorsque vous allez voir, vous êtes ivoirien, âgé de 35 ans, diplômé en commerce, maîtrisant Internet, Word, Excel, etc. Donc, ça veut dire que ce sont le profil du candidat. Voilà la différence un peu. Et après le profil du candidat, nous passons à la prochaine étape qui est la recherche de candidatures. Donc comment rechercher des candidatures? Alors vous pouvez passer, n'est-ce pas, il s'agit de concevoir une annonce presse qui sera diffusée, n'est-ce pas, à travers les supports, à travers les radios, etc. pour pouvoir faire la promotion de votre album. Donc je disais quoi? Je disais tout à l'heure que l'ensemble, le profil du poste, le profil du candidat. Donc, ils vont dire par exemple le profil du candidat, vous êtes ivoirien, âgé de temps, vous maîtrisez, n'est-ce pas, l'informatique, etc. Donc, tout ce qui touche au candidat est le profil du candidat. Maintenant, après, nous attaquons la recherche des candidatures où on conçoit, n'est-ce pas, une annonce qui sera diffusée dans les supports, voilà, pour motiver, n'est-ce pas, ceux qui sont candidats à venir postuler. C'est ce qu'on appelle la recherche de candidature. Ensuite, nous attaquons maintenant la 4e étape. J'ai dit à 5 étapes, la sélection des candidats. La sélection des candidats. Donc, au niveau de la sélection des candidats, tous les dossiers seront passés en peigne, n'est-ce pas, seront passés en revue pour retenir que les meilleurs. Donc là-bas, ils vont utiliser la graphologie. La graphologie, c'est comment vous écrivez, la morphopsychologie, quelle est votre forme à travers vos photos, voilà vos diplômes, et puis ils vont retenir quelques-uns. Et vous allez passer à un test psychotechnique, à des entretiens, et ils vont retenir les meilleurs. Et ces meilleurs-là, la dernière étape, accueil et intégration du vendeur. Donc ils vont vous accueillir, vous montrer vos services, si vous avez une voiture de service, etc. Tout ça pour vous faciliter, n'est-ce pas, l'intégration. Voilà. Donc voilà les 5 étapes de recrutement. Profil du poste, profil du candidat, recherche de candidature, sélection des candidats, accueil et intégration du vendeur. Voilà. Ensuite, lorsque nous finissons avec le recrutement, nous attaquons la formation. La formation, c'est quoi? C'est l'acquisition de nouvelles connaissances et compétences qui permettront à quelqu'un d'exceller, n'est-ce pas, dans son domaine d'activité. Donc, il faudrait savoir qu'il y a 2 types de formation. Nous avons la formation initiale et la formation continue. La formation initiale est pour les nouveaux vendeurs. Vous êtes sans ignorer que lorsqu'on vous recrute nouvellement pour une entreprise, souvent vous n'avez aucune notion des tâches à accomplir dans cette entreprise.
C'est vrai que nous apprenons des choses sur les bancs, comme ce que je suis en train de vous faire actuellement, mais il va sans dire que souvent, il y aura une déphasage entre ce que vous avez appris à l'école et ce qui est sur le terrain. Donc il va falloir vous former. Et cette formation peut porter sur les éléments suivants: les produits de l'entreprise, l'historique de l'entreprise, les techniques de vente, et puis ensuite les produits concurrents, etc. Donc on va vous former pour que vous puissiez mieux travailler. Voilà. Voilà pourquoi il y a une petite formation juste après avoir été recruté et juste avoir quitté, n'est-ce pas, nouvellement une école. Ensuite, nous avons la formation continue. Elle est pour les vendeurs seniors, les vendeurs expérimentés. Tout ça, ça permet de les recycler. Et ça va leur permettre de combattre la routine et le relâchement. Parce que s'il n'y a pas de formation, par période, etc., les gens risquent de dormir sur leur laurier. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire d'efforts, ils ne vont pas imaginer, etc. Alors que celui qui travaille déjà, si lorsqu'il a des stages de formation à l'extérieur comme à l'intérieur, vous allez voir que ça va motiver, n'est-ce pas, celui qui allait subir la formation à surpasser les autres pour dire qu'effectivement il y a eu un surplus dans son savoir, tout simplement. Donc voilà ce que nous pouvons dire au niveau, n'est-ce pas, de cette partie-là, la formation continue. Bien, ensuite, on va vous parler, vous allez voir, n'est-ce pas, un exemple d'annonce presse dans le document que je vous avais mis en numérique. Voilà, lorsqu'on va vous dire de noter, n'est-ce pas, de rédiger une annonce presse, voilà, ce plan-ci, on dit par exemple l'entreprise GENU. L'entreprise GENU est spécialisée dans le recrutement de professeurs. Voilà, vous êtes ivoirien, âgé de moins de 30 ans, et puis vous avez un diplôme dans telle filière, etc. etc. Ça, c'est le profil du poste. Voilà, vous serez chargé de dispenser des cours aux étudiants de Master 1, Master 2, Licence 1, Licence 2 en marketing digital ou bien en technique de vente de négociation. Donc ça, c'est le profil du poste. L'autre est le profil du candidat, l'autre est le profil du poste. Et à la fin, vous allez dire, par exemple, veuillez déposer, n'est-ce pas, votre lettre de motivation, CV, diplôme, à l'adresse tant, avant le tant, et vous encadrez. Donc voilà l'exemple de l'annonce presse. Voilà. Bien. Donc voilà ce que c'est que la formation. Et enfin maintenant, nous avons le plan de formation. Si vous devez vous former, c'est les étapes. Souvent on le sait déjà, mais lorsque on matérialise ça dans un document, les gens disent mais bon, c'est ce qu'on fait d'habitude. Donc d'abord, pour se former, il faut avoir un objectif. D'où la première étape, objectif de la formation. Je me forme, c'est pour devenir star. Je me forme, c'est pour occuper ce poste. Donc, n'est-ce pas, nous avons l'objectif de la formation. Ensuite, nous avons le contenu. Quand vous voulez vous former dans un diplôme, vous allez chercher à savoir quel est le contenu, etc. Est-ce qu'il y a les maths? Est-ce qu'il y a le français? Alors que je n'avais pas dit. Donc, je ne pourrais pas ou bien je peux. Donc, le contenu de la formation. Et ensuite, après le contenu de la formation, vous avez le choix de la technique de formation ou des outils de formation. Choix de la technique de formation et des outils de formation. Donc, tout simplement, vous allez choisir une technique. Soit vous allez être formé en ligne, vous allez être formé sur place, vous allez être formé par visioconférence, etc. Ça vous choisissez avec votre partenaire. Donc voilà, n'est-ce pas, la formation, je dis tout à l'heure, le choix de la technique et, n'est-ce pas, des outils. Donc vous allez être formé, il faudrait avoir un ordinateur, internet, calculatrice, c'est ça les outils de formation, les cahiers, etc. Maintenant, après les outils, la technique, le choix d'outils et les techniques, le choix de la technique et des outils de formation, nous avons maintenant le coût et le calendrier. Vous êtes sage, je veux que la formation coûte cher, donc le coût, les dépenses, le budget. Et le chronogramme, c'est-à-dire le calendrier, ça commence quand et ça finit quand la formation. Voilà. Et après ça, on aboutit, n'est-ce pas, à la formation effective. C'est-à-dire nous passons à la phase pratique de la formation. Voilà. Et enfin, la dernière étape du plan de formation, c'est l'évaluation de la formation. Voilà, donc, comment évaluer un commercial? Donc, après la formation, si c'est par période, etc. Alors, le même formateur, on l'envoie sur, le même commercial, on l'envoie sur le terrain pour aller vendre les produits de l'entreprise. S'il se retourne sans produit, ça veut dire que la formation a porté. Si les clients se plaignent moins, ça veut dire que sa formation a porté.
etc. Donc voilà comment on peut mesurer, n'est-ce pas, ou bien évaluer la formation. Donc, plan de formation, la première étape c'est l'objectif de la formation, deuxième étape contenu de la formation, troisième étape, n'est-ce pas, le choix de la technique et outils de formation, quatrième étape, le cours et le calendrier, cinquième étape, la formation effective et sixième étape, n'est-ce pas, l'évaluation de la formation. Voilà. Donc voilà un peu, n'est-ce pas, le cours sur le recrutement et la formation. Voilà, nous venons de finir trois grands points de ce cours. Voilà, et je pense que nous allons nous arrêter là au niveau de ces trois pour ne pas que trop de points soient dans la tête et on ne va plus rien comprendre. Voilà, donc je résume en disant par exemple, aujourd'hui nous avons vu la typologie de la force de vente. Et la typologie de la force de vente veut dire quoi? Ça veut dire les types de vendeurs. Les types de vendeurs. Donc, pour distinguer les différents types de vendeurs, nous avons établi, n'est-ce pas, trois critères. Le premier critère, c'est le lieu de travail. Nous avons distingué le vendeur sédentaire du vendeur itinérant. Maintenant, nous avons le deuxième critère qui est, n'est-ce pas, le statut juridique. Et le statut juridique, n'est-ce pas, permet de distinguer la force de vente salariée et la force de vente non salariée. La force de vente salariée, c'est ceux qui ont un salaire par mois, à savoir le VRP exclusif et puis le salarié de droit commun. Et le salarié, n'est-ce pas, le statut de non juridique, n'est-ce pas, nous avons les agents commerciaux, les coursiers, etc., les commissionnaires. Ensuite, nous avons le troisième critère qui est le critère de lien de subordination, c'est-à-dire l'autorité sur la personne. Nous avons, n'est-ce pas, deux types aussi de force de vente, la force de vente propre et la force de vente déléguée. Qui dit force de vente propre parle de VRP exclusif et salarié de droit commun, et qui parle de VRP de force de vente déléguée parle des agents commerciaux, commissionnaires, etc. Voilà. Bien. Donc voilà la typologie, n'est-ce pas, de la force de vente ou des vendeurs. Et nous avons attaqué la détermination de la taille de la force de vente. Et nous avons défini d'abord la taille de la force de vente, qui n'est que, n'est-ce pas, le nombre de vendeurs nécessaires et suffisant pour une entreprise. Car on ne veut pas détenir trop de vendeurs, on ne veut pas aussi en manquer. Voilà. Et il y a trois stratégies, trois méthodes de détermination de la taille de la force de vente. La première méthode la plus utilisée, c'est la méthode basée sur la charge de travail. Et il faudrait comprendre par charge de travail le nombre de visites que le commercial va rendre aux clients. C'est tout. Donc nous calculons la charge de travail. Après, nous calculons le potentiel et nous faisons le rapport des deux et ça nous donne, n'est-ce pas, la taille de la force de vente. Voilà. Donc, pour déterminer, il y a 5 étapes au niveau de la charge de travail. D'abord, identifier les clients avec leur effectif. Deuxièmement, il faut calculer les fréquences de visites souhaitables chez chaque client dans l'année. Troisième étape, vous prenez le nombre de clients que vous avez trouvé multiplié par la fréquence de visites souhaitables. Et ensuite, maintenant, après cela, nous calculons la charge de travail en multipliant le nombre de clients par la fréquence de visite au niveau de chaque type de client. Et nous faisons le total, ça nous donne la charge de travail. Et après, nous déterminons, n'est-ce pas, le potentiel d'un vendeur. Ça, le potentiel, c'est qu'il peut faire réellement en tenant compte de ses congés, ses temps perdus dans le déplacement, le kiosque, etc. Donc, ça nous donne N égale à charge annuelle de travail sur le potentiel. Voilà. Ensuite, nous avons vu la deuxième méthode de détermination de la taille de la force de vente, l'analyse marginale. Et là-bas, l'analyse marginale stipule quoi? Que tant que le revenu marginal est supérieur au coût marginal, alors l'entreprise peut recruter autant de vendeurs. Et nous avons attaqué la dernière étape qui est la méthode basée sur la charge, sur l'existence, n'est-ce pas, d'une relation entre le chiffre d'affaires et le nombre de vendeurs. Et dans cette étape-là, nous avons deux volets. Lorsque, n'est-ce pas, il n'y a pas de données historiques en entreprise, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'entreprise peut estimer son chiffre d'affaires et donner aussi le chiffre d'affaires qu'un vendeur doit réaliser pour pouvoir atteindre le chiffre d'affaires total qu'ils ont donné. Donc tu ne fais que le chiffre d'affaires total divisé par le chiffre d'affaires,
n'est-ce pas, le chiffre d'affaires divisé par le chiffre d'affaires par un vendeur, le chiffre d'affaires effectué par un vendeur. Donc chiffre d'affaires prévisionnel divisé par chiffre d'affaires effectué par un vendeur, un seul vendeur. Et vous trouvez le nombre de vendeurs. Ensuite, nous avons attaqué le deuxième volet que lorsqu'il y a des données historiques à l'entreprise, il faudrait, n'est-ce pas, passer par la méthode des moyennes carrées où nous allons déterminer les paramètres A et B pour avoir la droite d'équation qui est égale à Y égale à A XOR plus OR B. Voilà. Donc, quand nous passons par la méthode de moyenne carrée, il faudrait savoir que Y dans la droite d'équation est le chiffre d'affaires et X est le nombre de vendeurs. Donc, avec une gymnastique intellectuelle, vous pourrez tirer soit X soit Y qui est le chiffre d'affaires. Bien. Ensuite, nous allons parler du réajustement. Pour dire que lorsque l'entreprise a trop de vendeurs, il faut remercier le surplus. Et lorsque l'entreprise a moins de vendeurs, il faudrait compléter la liste des vendeurs. C'est ce qu'on appelle le réajustement. Bien. Ensuite, nous avons vu le chapitre suivant, le recrutement et la formation. Lorsqu'on connaît le nombre de vendeurs qu'on va recruter ici à Abidjan, il faut chercher à les recruter. Donc, recrutement et formation de la force de vente des vendeurs. Dans le recrutement, nous avons dit que c'est le fait de pouvoir un poste n'est-ce pas, à l'aide des critères de sélection. Ensuite, nous avons dit deux modes de recrutement, le mode interne et le mode externe. Et nous avons vu aussi les étapes de recrutement, entre autres, n'est-ce pas, le profil du poste, c'est-à-dire l'ensemble des tâches à effectuer, le profil du candidat, l'ensemble des qualités requises pour occuper ce poste. La recherche des candidatures, c'est le fait de recevoir une annonce qui va passer dans la presse afin d'informer, n'est-ce pas, le maximum de meilleurs postulants à venir postuler. Ensuite, nous avons la sélection des candidats où ceux qui sont retenus vont faire des entretiens, des tests psychotechniques, voilà, pour retenir le meilleur. Voilà. Et ensuite, quand nous retenons le meilleur, il y a l'étape qui suit l'accueil et l'intégration du vendeur. Donc, dans l'accueil, on le présente à l'entreprise, on lui présente les produits, etc. Donc, ça permet de se familiariser. Voilà. Donc, ensuite, nous avons vu la formation en fait. La formation, c'est l'acquisition du savoir, des compétences et des connaissances qui vont te permettre d'exceller dans ton domaine. Donc, nous avons vu, n'est-ce pas, les différents types de formation, la formation initiale et la formation continue. La formation initiale, elle est faite pour les nouveaux vendeurs et la formation continue est faite pour les anciens vendeurs, tout simplement. Donc, ensuite, nous avons vu, n'est-ce pas, le plan de formation. Voilà, le plan de formation. Et le plan de formation, nous avons d'abord la première étape, objectif de la formation. Deuxième étape, le contenu de la formation. Et troisième étape, nous avons le choix de la technique et des outils de formation. Et quatrième étape, nous avons le coût et le calendrier. Et cinquième étape, nous avons la formation effective. Et la sixième étape, nous avons l'évaluation de la formation. Donc voilà en quelque sorte ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Nous allons nous arrêter, n'est-ce pas, sur ces trois chapitres. Et demain, nous allons continuer encore avec les trois autres chapitres. Parce qu'il y a 11 grands points dans la première section et dans la deuxième section, il n'y a qu'une seule section. Donc, lorsque nous allons finir, n'est-ce pas, nous avons fini hier 3, aujourd'hui 3, demain nous allons faire, n'est-ce pas, 3 autres, et le lundi nous allons faire 2 autres, et le dimanche nous allons faire la seule section, le seul grand point au niveau, n'est-ce pas, de la section 2. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Voilà, je le souhaite ardemment, parce que souvent nous parlons trop. Voilà, donc celui qui suit ici ne nous suit pas, il sera perdu. Donc il faut réécouter plusieurs fois pour pouvoir assimiler ce que nous sommes en train de dire. Voilà pourquoi je vais petit à petit pour que nous puissions finir, etc. Et lorsqu'il y a une question, je vous ai dit que les numéros sont là, il faudrait nous appeler et nous serons disponibles pour aplanir, n'est-ce pas, votre suggestion.
Donc vraiment, merci bien et bonne soirée à tous. Que Dieu nous garde et protège. Merci.